Bonjour et merci de nous rejoindre sur i24 News, c'est le morning. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'actualité, dont voici tout de suite le programme. L'avion volait bas, très bas, c'est ce qui ressort des témoignages des dernières personnes qui ont pu apercevoir l'Airbus A320 encore en vol. L'aéronef de la Germanwings, la filiale low cost de la Lufthansa, effectuait une liaison entre Barcelone et Düsseldorf. Il transportait 150 personnes, toutes victimes de ce crash dans les Alpes. Ça y est, dans moins de 10 heures maintenant, ce soir, en sa résidence, le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, confiera officiellement au Premier ministre qu'il aura désigné la tâche de former un gouvernement. Le suspense n'est plus de mise. Avec 67 députés élus qui le soutiennent, c'est bien Benyamin Netanyahou qui se verra couronné pour un 4e mandat. Et en France, après un premier tour marqué par une forte poussée de la droite, un score inédit pour le Front National et une déconvenue du Parti Socialiste, la campagne des départementales se poursuit durant l'entre-deux-tours. Il faudra attendre le 2 avril et les élections des présidents des conseils départementaux pour tirer les leçons précises de ce scrutin. Mais d'ici là, plusieurs temps forts sont à attendre. On en parle dans cette édition. Voilà donc pour les principaux titres que nous développerons au cours de la matinée. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Jacques Neria. Bonjour. Jacques, ancien officier de service de renseignement israélien. Merci d'être avec nous. Maurice Fergan. Bonjour. Maurice, et merci d'être en notre compagnie. Alors on va commencer bien évidemment avec cette tragédie qui s'est déroulée hier matin dans les Alpes. L'avion de la Germanwings qui s'est transformé en confetti pulvérisé. Le mot qui revient dans la bouche de tous les secouristes qui se sont succédé sur les lieux du crash à 10 km à l'est donc de la commune de Seynes-les-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence. On va faire le point sur les faits en images. Décollage de Barcelone à 10h ce matin, atterrissage prévu à 11h55 à Düsseldorf. Mais à 10h31, l'Airbus A320 de la compagnie Germanwings entame une forte descente. Une descente d'environ 1 km par minute durant 8 minutes, jusqu'à ce que les radars perdent sa trace. Pas de signal de détresse émis. C'est une conjonction entre une perte de contact radio et la descente de l'appareil qui a conduit le contrôleur aérien à déclencher la phase de détresse. C'est ce que rapporte la Direction générale de l'aviation civile. L'avion s'écrase entre Digne et Barcelonnette où des débris ont été retrouvés. Bilan du crash, 150 morts, parmi lesquels 144 passagers et 6 membres d'équipage. Selon les dernières informations, 67 Allemands, dont 16 Lycéens et 45 Espagnols étaient à bord. Une catastrophe aérienne sur laquelle la France veille à rassurer. Je veux lui confirmer que tous les moyens sont mis en place pour à la fois connaître les circonstances de l'accident et retrouver les victimes. Le président français qui a très vite annoncé l'absence de survivants en présence du roi espagnol Felipe VI en visite à Paris ce lundi, alors que l'ouverture de cellules de crise se multipliait ce matin à Paris, Berlin, Madrid, mais aussi dans les aéroports de Barcelone et de Düsseldorf. Le roi espagnol a lui aussi voulu s'associer à cette mobilisation. Suite à des conversations que nous avons menées entre le président François Hollande et le chef du gouvernement Mariano Rajoy, nous avons décidé d'annuler ce voyage, de le suspendre en espérant pouvoir trouver des dates à l'avenir où nous pourrons poursuivre cette visite dans laquelle nous avions mis beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'enthousiasme et toute l'importance que méritent les excellentes relations que nous avons entre la France et l'Espagne en ce moment. Alors que le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy et la chancelière allemande Angela Merkel ont annoncé qu'ils se rendraient demain sur les lieux de l'accident. Le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve est arrivé sur place dans l'après-midi. L'occasion de faire un point sur les moyens déployés dans cette zone enneigée et difficile d'accès, puisque située à plus de 2000 mètres d'altitude. Il y a un dispositif d'accueil qui est organisé par Madame la préfète, non loin d'ici, une chapelle ardente qui va être mise en place pour pouvoir accueillir dignement tous ceux qui souhaitent se rendre ici sur place. Le patron du groupe aérien Lufthansa, maison mère de la compagnie Germanwings, a pour sa part indiqué ne pas savoir ce qui s'est passé avec le vol 4U9525. La météo était en effet plutôt calme, tandis que cet Airbus A320 mis en service en 1991 avait fait l'objet d'un contrôle de routine dans la journée d'hier. Le pilote avait quant à lui plus de 10 ans d'expérience et plus de 6000 heures de vol à son actif sur des appareils de type Airbus. L'analyse des boîtes noires retrouvées plus tôt dans la soirée devrait permettre d'éclaircir les conditions de ce drame aérien, le plus grave survenu sur le territoire français depuis 1981.
Alors le plus grave, on se souvient en tout cas du crash dans les années 2000, en 2000 précisément, du Concorde juillet, en l'occurrence. Alors vous avez entendu Felipe VI d'Espagne, l'Espagne qui est sous le choc, l'Allemagne également après ce crash donc, puisqu'au moins 67 Allemands, dont manifestement 2 bébés et 16 lycéens ont été tués. On fait tout de suite le point avec Joseph Emmanuel. Une chapelle ardente dressée à Seyne-les-Alpes. Elle est destinée à accueillir les proches des victimes du crash de l'avion de la Germanwings survenu ce mardi. L'Airbus A320 low cost de la compagnie allemande Lufthansa effectuait une liaison entre Barcelone et Düsseldorf et s'est écrasé dans une zone difficile d'accès du sud des Alpes. L'espoir de retrouver des survivants parmi les 150 personnes à bord est quasiment nul. Des ministres des gouvernements français, allemands et espagnols ont survolé la scène de l'accident. Ils évoquent des images difficiles. Nous venons de voir des images dramatiques qui nous laissent sous le choc. Nous avons survolé les lieux du drame. Nous avons appris que les forces de secours travaillent déjà depuis des heures et que tout est fait par les autorités françaises pour assurer que le périmètre de ce drame soit sécurisé pendant la nuit. Les familles des victimes arrivent les unes après les autres à l'aéroport de Barcelone pour effectuer les inévitables tests ADN d'identification des corps. Parmi les 144 passagers, 16 adolescents allemands rentraient d'un voyage scolaire à Barcelone, des étudiants espagnols du village de Linares del Vallès, où certains étudiants allemands séjournés se sont rendus à une messe. Parfois, nous prenions le train et je les voyais partir visiter quelque chose ou faire une activité. On échangeait quelques mots avec la professeure que je connaissais. En Allemagne également, des lycéens sont venus se recueillir devant leur établissement. Beaucoup étaient accompagnés de leurs parents pour rendre hommage à leurs camarades disparus. Marius, 16 ans, a perdu des amis et parle d'un petit village où tout le monde se connaît avant de retourner au silence et de laisser sa mère s'exprimer. Je voulais montrer que je pense à tous les parents touchés. Je n'en connaissais pas beaucoup, mais je peux très bien imaginer combien c'est difficile et incroyablement cruel que les personnes qu'on aime perdent la vie comme ça. Des équipes municipales sont présentes pour assurer un soutien psychologique et le maire d'Alterne parle du jour le plus triste de l'histoire du village. Alors, Jacques, à l'heure qu'il est, on n'en sait pas forcément plus. On a uniquement plusieurs hypothèses sur les raisons de ce crash. En revanche, il y en a une qui n'est pas écartée, c'est la thèse terroriste, avec certaines déclarations qu'on peut interpréter comme on veut, mais notamment celle d'Angela Merkel qui disait hier soir « l'heure est grave ». Je suis d'accord. Pour l'instant, on ne peut éloigner aucune hypothèse. Il y a 3 points qu'il faudra éclaircir. 1, pourquoi est-ce que l'avion a changé de parcours ? 2, pourquoi est-ce que les pilotes, pendant 8 minutes, n'ont pas prononcé des phrases d'alerte ou un souci quelconque pendant les 8 dernières minutes fatales ? Et troisièmement, le parcours final de l'avion rappelle très bien un avion suicidaire. Oui, donc la thèse terroriste qui demeure... Le fait que l'avion soit tout simplement réduit en confetti, ça veut tout simplement avec la possibilité d'un sabotage éventuellement également. Non, je dirais plutôt une décision, une volonté d'un impact aussi vite que possible, aussi violent que possible. Comme d'ailleurs ce qui s'est fait en 2001 aux États-Unis. Alors voilà, prudence de rigueur et de mise dans ce contexte, puisqu'on n'en sait pas plus pour le moment. Justement, je vous propose d'écouter un ancien pilote et consultant en aéronautique. Il a été interviewé par Jean-Charles Banoun. Il explique qu'on va devoir attendre un peu pour en savoir plus. Écoutez-le. Il nous faudra encore attendre avec un peu de patience pour savoir exactement ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, les enquêtes sur les accidents, c'est de la science. Ce n'est pas de la divination. On saura exactement ce qui s'est passé et certainement en Europe, au centre de l'Europe, où la commission d'enquête française fait partie des meilleures au monde. Et bien entendu, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. C'est une excellente compagnie, des excellents avions qui volent dans le monde entier, aux États-Unis, en Australie, en Europe. Tout le monde a piloté des Airbus 320. C'est des avions très répandus et donc il faut absolument que nous sachions exactement ce qui s'est passé, nous pilotes, parce que nous voulons savoir quelles sont les leçons à tirer de ce cas-là pour éviter que ce type d'accident se reproduise. Alors, la dépressurisation, c'est aussi quelque chose qu'on peut envisager ? Oui, on peut prendre en compte beaucoup d'éléments, mais il faut se souvenir, c'est que quand il y a un incident technique, même si c'est un incident grave comme un problème de moteur ou une dépressurisation ou tout autre incident de ce type, il faut se souvenir. Encore, les pilotes ont encore le temps de parler, d'appeler, et ça fait partie de leur entraînement. Ils savent, ils communiquent, ils demandent à être accueillis dans un aéroport. Ce n'est pas qu'il y a un incident, il n'y a plus rien à faire. Les pilotes
savent exactement, ont une feuille de route pour ce qu'ils doivent faire. S'il y a un problème de dépressurisation, c'est un incident extrêmement simple, ce n'est pas un incident complexe. N'importe quel équipage peut réagir à ce type en descendant à 10 000 pieds et atterrit, par exemple, à Marseille ou dans un aéroport proche. Il y a beaucoup d'aéroports dans ce coin. Et comme cela a été dit, et c'est exact, un seul incident technique isolé ne peut pas faire s'écraser un avion. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, la combinaison de plusieurs incidents, l'incident technique avec des incidents humains et autres, cela peut arriver. Autre chose qu'il a évoqué, c'est la fumée. Mais encore une fois, tout incident, y compris la fumée, ce qui est possible, encore une fois, et je le dis et le répète, les pilotes ont des actions à mener. Ils peuvent prendre le contrôle de la fumée, descendre rapidement et atterrir. Mais ce qui est important, c'est que les pilotes peuvent tout de suite faire appel de détresse, appel d'urgence et parler. Et ils ne l'ont pas fait. S'ils ne l'ont pas fait, il y a peut-être d'autres choses que nous ne savons pas encore. Il nous faudra encore attendre avec un peu de patience pour savoir exactement ce qui s'est passé. Voilà, Mickey Katz qui vient donc corroborer vos propos quant au manque de communication. Maurice, 150 personnes qui sont mortes dans ce crash, un Israélien parmi eux. La presse israélienne s'en fait l'écho ce matin. Oui, absolument. La presse israélienne titre abondamment sur cette catastrophe aérienne. Et le Yediot Ahronoth, par exemple, titre le dernier vol d'Eyal, effectivement, parce que parmi les 150 passagers, il y avait un Israélien. Alors, Eyal Bohm, 39 ans, travaillait à Barcelone pour la société de prêt-à-porter Mango, de par sa profession, ingénieur en informatique. Il voyageait fréquemment et régulièrement sur cette ligne Barcelone-Düsseldorf. Hier, il devait passer quelques jours de travail à Düsseldorf dans sa société et de là rentrer directement en Israël pour les fêtes de Pessah. Alors ses amis racontent dans la presse israélienne que ces derniers jours, cet homme souriant et optimiste avait un mauvais pressentiment. Il laisse derrière lui une femme et un enfant à Barcelone. Benjamin Netanyahou a transmis ses condoléances au président français François Hollande, mais aussi au Premier ministre espagnol et à la chancelière allemande Angela Merkel, et il a proposé l'assistance d'Israël aux familles des victimes. Et puis à propos de cette catastrophe, la presse israélienne se pose de nombreuses questions. Un ex-pilote d'El Al explique qu'il y a de nombreux points d'interrogation qui restent posés. La chute de l'appareil a dû être extrêmement rapide, constate-t-il. Tout de même 8 minutes d'enfer, titre la presse israélienne, c'est long. Comment un appareil qui a fait ses preuves et reste un des plus fiables du monde peut cracher dans des conditions idéales, demande Israël Hayom. Mais la presse israélienne tente également de rassurer. Le transport aérien reste un des plus sûrs et on comprend ce besoin de rassurer quand on sait qu'il y a près d'1 300 000 passagers qui vont transiter par l'aéroport Ben Gurion dans quelques jours à l'occasion des fêtes. Mais personne titre le quotidien ne fait la une sur les 120 morts quotidiens sur les routes des États-Unis, alors que les 150 morts dans un crash font la une de tous les journaux. Ça reste le moyen le plus sûr. Merci Maurice. On continuera cette revue de presse dans quelques instants et on reparlera bien évidemment de ce sujet, de ce crash de la 320. Tout autre sujet à présent, ce soir à 17h30 en sa résidence, le président israélien confiera au Premier ministre qu'il aura désigné la formation du gouvernement. Alors, l'identité de l'élu ne fait pas de doute. On va rejoindre devant la résidence du président Daniel Haïk. Daniel, bonjour. Alors, comment va s'organiser cette journée ? Écoutez, Nathalie, c'est une journée un peu particulière pour le président de l'État, Reuven Rivlin. Il faut rappeler que les prérogatives, les prérogatives du président de l'État sont essentiellement honorifiques, mais il y a une prérogative particulière qui est entre guillemets à caractère politique, et c'est celle qui va conduire le président de l'État à confier ce soir à Benjamin Netanyahou le soin de former la prochaine coalition gouvernementale. En début de semaine, Reuven Rivlin a reçu les responsables, les représentants de toutes les formations qui seront présentes dans la 20e Knesset, et il en est arrivé à la conclusion qu'il y avait 67 députés qui recommandaient Benjamin Netanyahou, 29 qui recommandaient Yitzhak Herzog et 24 qui s'abstenaient. Donc il va confier à Benjamin Netanyahou le soin de former cette coalition gouvernementale. Et à partir de là, le Premier ministre sortant et le candidat au poste de Premier ministre, si l'on veut dire, Benjamin Netanyahou, aura 28 jours, une première période de 28 jours pour tenter de former un gouvernement majoritaire. Et s'il n'y parvient pas, il aura encore un rajout de 2 semaines supplémentaires.
Donc normalement, on est parti jusqu'au 5 mai maximum pour la formation de ce gouvernement. Donc Daniel, quelles sont les relations entre Reuven Rivlin et Benyamin Netanyahou? On les sait particulièrement tendues, en tout cas elles l'ont été par le passé. Oui, on peut dire que les relations sont tendues puisqu'on se souvient que Benyamin Netanyahou s'était opposé presque de manière formelle à l'élection de Reuven Rivlin au poste de président. Il avait en tout cas tout fait pour que Reuven Rivlin ne soit pas élu président de l'État. Et finalement, il s'était résigné lorsque finalement au sein du Likoud et dans une forme de majorité, on avait recommandé, on avait voulu élire Reuven Rivlin. Alors bien entendu, les relations ne sont pas au beau fixe entre les deux hommes, mais cela n'a pas véritablement d'importance. Cela aurait pu avoir un rôle s'il y avait eu un certain équilibre, une certaine parité entre le Likoud et l'Union sioniste à l'issue des élections de la semaine dernière. Mais là, il est tout à fait clair, comme je l'ai dit, il y a une majorité très nette en faveur de Benyamin Netanyahou pour le recommander donc au poste de Premier ministre. Et Reuven Rivlin va donc utiliser sa prérogative à caractère politique pour donc confier à Benyamin Netanyahou le soin de former cette coalition gouvernementale. Et les relations, on va dire, personnelles entre les deux hommes n'interféreront pas là-dedans. On l'espère en tout cas, comme les relations avec les autres potentiels ministres du prochain gouvernement. Alors, ce travail de Benyamin Netanyahou pour former la prochaine coalition gouvernementale, il a déjà commencé il y a quelques jours. Il y a eu plusieurs rencontres, chacun qui a prononcé ses exigences, ses préférences, certains de ses desiderata, notamment sur le portefeuille de la défense ou des affaires étrangères. Il y a déjà eu quelques promesses qui ont été faites. Oui, effectivement, Benyamin Netanyahou, je pense, n'aura pas suffisamment de 28 jours et même de ces 2 semaines supplémentaires pour former cette coalition, non pas parce qu'il aura des difficultés quant à la plateforme politique de cette coalition, mais parce qu'il y a effectivement une sorte de surenchère concernant l'attribution des portefeuilles ministériels. C'est le dossier dont on va parler au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Et effectivement, Benyamin Netanyahou va avoir des difficultés, en particulier autour des portefeuilles les plus importants. Alors pour ce qui est du portefeuille des finances, on sait que Benyamin Netanyahou l'a confié officieusement hier à Moshe Kahlon, le leader du parti Kulanu, mais il y a une véritable compétition très, très ferme autour des 2 autres portefeuilles importants de ce que l'on pourrait appeler les ministres d'État, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Il y a pas moins de 4 ou 5 candidats au poste de ministre des Affaires étrangères, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman qui voudrait rempiler, et puis il y a plusieurs candidats au sein même du Likoud qui estiment que ce portefeuille doit rester entre les mains du parti au pouvoir. Par exemple, il s'agit de Sylvain Shalom, il pourrait s'agir de Gilad Ardan et de Yuval Steinitz qui voudraient aussi être ministre des Affaires étrangères. Donc il va y avoir effectivement beaucoup de pression du côté du Premier ministre pour former cette coalition gouvernementale. Et cela, c'est sans parler des portefeuilles comme le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation, qui sont aussi des portefeuilles importants et qui sont revendiqués par plusieurs des partenaires au sein de la coalition gouvernementale. Daniel, très rapidement et pour conclure, ces rumeurs ces derniers jours qu'on a entendues au sujet d'un gouvernement plus large formé avec Herzog et Livni, on n'en parle plus aujourd'hui ? On n'en parle pas aujourd'hui, mais on pourrait en reparler à l'issue donc de ces 4 semaines de consultation. Si effectivement Benyamin Netanyahou a du mal à attribuer les portefeuilles qu'il souhaite à ses futurs partenaires et aux membres du Likoud, alors l'option d'un gouvernement, non pas d'union nationale, mais d'un gouvernement élargi pourrait ressurgir. C'est un souhait du président de l'État qu'il n'a pas caché au cours des dernières semaines. Alors il pourrait essayer d'enclencher une démarche visant à élargir ce gouvernement, en particulier afin d'essayer de lui accorder une forme de légitimité au sein de la communauté internationale. On sait qu'il y a des tensions avec les États-Unis, avec la Maison-Blanche, et la présence, on va dire, d'une formation plus au centre ou plus au centre-gauche, comme celle par exemple de Yair Lapid, ou même de l'Union sioniste, eh bien, pourrait donner une forme de légitimité au gouvernement qui serait conduit dans tous les cas de figure par Benyamin Netanyahou. Merci beaucoup Daniel Haïk, en direct donc de Beit Hanassi à Jérusalem, la résidence du président de l'État d'Israël. Une réaction peut-être, Jacques Néry, à ce gouvernement, il a de quoi durer 4 ans si la coalition est bien pensée? Écoutez, en principe, oui, c'est une coalition assez unie, c'est un bloc de droite, donc les différences idéologiques ne sont pas énormes ici, quoique je dirais les petites virgules sont à constater.
il y aura un très grand conflit entre Netanyahou et Naftali Bennett sur le sujet de l'État palestinien, parce que, comme vous le savez, Bennett est totalement contre et Netanyahou a dû naturellement s'exprimer différemment après les propos qu'il a tenus durant la campagne électorale face à la pression américaine. Donc c'est un sujet de contentieux qui sera difficile à surmonter. Voilà, guerre des portefeuilles et guerre des nouvelles lois qui seront votées dans les prochaines semaines. Merci Jacques. Alors on va enchaîner sur la revue de presse Maurice. On va commencer avec le Yémen. C'est Al Jazeera qui en parle et le Hachar Al-Awsat également. Effectivement, un premier dossier, celui du Yémen, où il y a des bruits de bottes entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Le Al Jazeera titre « Les pays du Golfe peuvent-ils sauver le Yémen ?» L'Arabie Saoudite, on le sait, va prendre les mesures nécessaires pour protéger la souveraineté du Yémen après que le gouvernement du pays, retranché dans la ville portuaire d'Aden, ait lancé un appel à l'aide au Conseil de coopération du Golfe, écrit Al Jazeera. Bien que le Yémen ne soit pas membre du Conseil, il représente certainement une clé stratégique pour la sécurité régionale globale de la péninsule arabique. Une intervention militaire directe et immédiate pourrait sauver Aden, écrit Al Jazeera, et l'empêcher de tomber dans les mains de Saleh et des Houthis. Toujours à propos du Yémen, Hachar Al-Awsat, préparons-nous à la tempête du Yémen. Une tempête se prépare dans le sud de la péninsule arabique, menaçant le nord et l'extérieur. Nous n'avons plus d'autre choix, écrit Hachar Al-Awsat, que d'arrêter cette propagation. Ce qui se passe au Yémen pose un problème pour le monde entier, politiquement, stratégiquement et en termes de sécurité globale. Et écoutez cette remarque du quotidien, c'est particulièrement vrai quand on garde à l'esprit la façon dont le Yémen est transformé en une base régionale pour le camp des Perses roménistes et un bastion rebelle pour Al-Qaïda. Alors Jacques, Maurice parle de tempête. On était d'abord confronté à une guerre civile, si je puis dire. Là maintenant, ça va se transformer en guerre régionale, un peu sur le même schéma qu'en 2006. Alors, je dirais très simplement que le printemps arabe est finalement arrivé au Yémen. Donc le Yémen s'est scindé en deux, comme d'ailleurs la plupart des pays arabes qui sont en pleine guerre civile, l'Irak, la Syrie, la Libye désintégrée complètement. Donc les deux anciennes capitales du Yémen, Aden et Sanaa, opposent les chiites au nord, aux sunnites au sud. Effectivement, il y a une possibilité de conflit régional dans la région parce que l'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe ne pourront pas supporter une présence chiite et surtout une présence iranienne du côté de Sanaa. Et il y aura naturellement une répercussion très forte du côté régional. Alors le Yediot Ahronot qui se fait justement l'écho de cette Arabie Saoudite qui vole au secours du Yémen. Exactement, c'est le site Ynet de Yediot Ahronot qui en parle. Le site fait état d'un déploiement énorme de forces saoudiennes le long de la frontière avec le Yémen. Avec l'aide de l'Iran, les chiites houthis ont conquis le Yémen, le dernier rempart de l'Arabie Saoudite, écrit Ynet. Et il semble de plus en plus que le royaume sunnite ait l'intention d'intervenir militairement au Yémen pour affronter par ricochet l'Iran, le grand rival chiite. Alors, en 2006 déjà, il y a eu des combats entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Ce n'est pas la première fois qu'il y aura une guerre sur place. Je vous rappelle du temps d'Abdel Nasser, l'Égypte avait été intervenue physiquement au Yémen et c'était une des causes pour laquelle les Égyptiens avaient dit à l'époque qu'ils avaient perdu la guerre des 6 jours face à Israël. La possibilité d'une guerre est possible. Elle est possible, elle est même probable. Et je dirais, de tout cela, il faut se rappeler qu'il y a ici non seulement, je dirais, une présence sunnite, une guerre sunnite-chiite, mais il y a aussi une présence Al-Qaïda qui est très forte contre, je dirais, un interventionnisme de plus en plus radical des Iraniens sur place. Il y a un besoin de protéger la route du pétrole aussi, certainement. Tout à fait. Et voilà, c'est beaucoup plus large que le seul pays. Alors on retourne à présent en Israël avec les conséquences du différend, on va l'appeler comme ça, Netanyahou-Obama. Toujours la controverse entre Netanyahou et Obama qui ne quitte pas la presse israélienne. La crise entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou s'aggrave de jour en jour, constate Haaretz. Obama a reconnu hier qu'il y avait un réel différend politique avec Netanyahou pour ce qui concerne la création d'un État palestinien. Un différend a souligné le chef de la Maison-Blanche qui aura des conséquences diplomatiques, vous l'avez dit. Mais Obama a déclaré que le différend n'est pas personnel. Nous pensons que la solution à 2 États est la meilleure, alors que Netanyahou défend une toute autre approche, écrit Haaretz. Israël Hayom, toujours le différend Obama-Netanyahou. Israël Hayom reprend à la une les critiques de la presse
américaine contre le président Obama. Et ces critiques aujourd'hui viennent du Wall Street Journal. Barack Obama, le président orwellien, titre le quotidien américain. George Orwell, l'auteur de 1984, roman visionnaire et pessimiste sur un futur totalitaire. Alors écoutez les propos du Wall Street Journal, par exemple, qui constate que pour Obama, les alliés sont des ennemis, le déni est sagesse et la capitulation une victoire. En conclusion, Obama voit le monde à l'envers et sa victime aujourd'hui est Netanyahou, écrit Israel Hayom, qui est un quotidien pro-Netanyahou. Assez philosophique, hein, au Israel Hayom ce matin. Jérusalem Post. Oui, on finit par le Jerusalem Post. Obama doit atténuer ses critiques. La polémique Obama-Netanyahou est parvenue à un tel point qu'à Washington, les leaders du judaïsme américain tirent la sonnette d'alarme. Après des années de soutien à Barack Obama, le lobby juif américain craint que les relations israélo-américaines ne déraillent. En dépit des erreurs de Netanyahou, il semble que la Maison-Blanche a des raisons de prolonger la crise et c'est cela qui inquiète les juifs américains. Alors voilà, de l'inquiétude. Vous êtes inquiet, vous, Jacques Neria, quant à l'avenir des relations israélo-américaines? Écoutez, pour l'instant, il semblerait que les relations sécuritaires entre les États-Unis et Israël ne soient pas tellement touchées. Quoique, je dirais, un premier signal d'alarme a été mis très clairement sur la table, le fait d'accuser Israël d'avoir espionné les Américains pendant les négociations avec l'Iran. Mais sur cela, on en discutera un peu plus tard. Je dirais, mais là, c'est le point le plus fort, le point le plus inquiétant du point de vue israélien. Alors justement, on écoute Barack Obama à ce sujet? On y va. Écoutons-le. Par rapport à la possibilité d'un accord garantissant que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire, nous n'avons pas simplement informé le Congrès sur les progrès ou les manques relatifs à l'accord, mais aussi les Israéliens et nos autres partenaires dans la région et dans le monde. Et si dans les faits, un accord est conclu, cela signifie que nous sommes confiants sur le fait qu'il empêchera l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Ce sera clair pour tout le monde, visible aux yeux de tous. Donc je suis confiant sur le fait que s'il y a un accord, ce sera un bon accord pour la sécurité américaine, pour la sécurité israélienne et pour la sécurité de la région. Et si ce n'est pas le cas, alors il n'y aura probablement pas d'accord. Donc, il y aura une réelle transparence dans tout le processus. Jacques, très rapidement, s'il y a un accord, il sera bon, dit Barack Obama. Je ne peux que prier. Je ne peux que prier. Je trouve ça difficile. Les Français, les Israéliens, je trouve ça très difficile à croire. Je dirais presque impossible à avaler. C'est une trop grosse grenouille pour avaler. On en reparlera dans quelques instants. Restez avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve juste après. Retour sur le plateau du Morning, toujours en bonne compagnie, celle de Jacques Neria, ancien officier des services de renseignement. Rebonjour Jacques, Maurice Fergrand, vous êtes resté avec nous. Alors l'Iran, on continue à en parler. Hier, le Wall Street Journal rapportait qu'Israël avait espionné des pourparlers internationaux entre le groupe 5+1 et la République islamique, citant des sources américaines. Tel Aviv qui aurait donc écouté aux portes des Américains pour empêcher la signature d'un accord. Ça fait sourire Jacques Neria. Alors, côté israélien, le démenti ne s'est pas fait attendre. On fait le point en images avec ce récit de Mathias Sinbar. On décrypte juste après. Espionnage entre amis, cela pourrait être le titre du nouveau clash entre Jérusalem et Washington. Cette fois, il n'est pas question de déclaration de Binyamin Netanyahou, mais d'espionnage entre les deux alliés au sujet des négociations sur le programme nucléaire iranien. En cause, un article du Wall Street Journal. Selon Washington, Israël aurait espionné l'administration américaine. Objectif, renforcer l'opposition des législateurs américains au Congrès à un accord nucléaire avec l'Iran. Ce n'est donc pas la question de l'espionnage qui est ici remis en question, mais bien l'utilisation des informations recueillies. Car dans le même temps, Washington ne confirme pas l'écoute d'officiels israéliens par la NSA. L'information du Wall Street Journal a été immédiatement démentie en bloc par la plupart des ministres israéliens concernés par ce dossier. Avec en tête Moshe Ya'alon. Quelqu'un a apparemment un intérêt à attiser les conflits ou y a apporté une touche négative, s'est défendu ce dernier. Pour le ministre de la Défense, Israël n'a jamais espionné les États-Unis. Une réaction avant tout protocolaire qui omet sans doute l'un des pires scandales sécuritaires dans les relations israélo-américaines, à savoir l'affaire Jonathan Pollard, ancien agent de la NSA, emprisonné depuis plus de 30 ans pour avoir transmis des secrets au Mossad. Pour Israël, ces renseignements ont été collectés par la surveillance de leaders iraniens et par des informations venant de responsables européens, notamment français.
Pour l'heure, Jérusalem déclare n'avoir reçu aucune plainte officielle de Washington. Bon Jacques, spécialiste des renseignements, il y a eu espionnage ou il n'y a pas eu espionnage? Contre les Américains, certainement pas. Je crois à la lettre, je dirais, les propos dits par le ministre de la Défense. Depuis l'affaire Pollard, il y a eu une loi, je dirais, c'est une loi de fer. On n'espionne pas les Américains, on ne fait rien contre les Américains. Quoique je dirais le contraire est très évident. Les Américains suivent ce que fait Israël un peu partout dans le monde, surtout dans le domaine du transfert de technologie. Face à la Chine, nous avons eu plusieurs crises avec les Américains à cause de certaines sociétés israéliennes qui avaient vendu, soi-disant, des technologies qui appartenaient à des sociétés américaines. Alors, Israël n'espionne pas les Américains, mais se débrouille autrement pour avoir des informations. Écoutez, il faut s'attendre à ce qu'Israël, face à une menace existentielle, fasse ce qui est possible pour pouvoir avoir le maximum de renseignements. Je dirais que ce serait complètement idiot de ne pas soupçonner Israël de vouloir savoir au grand maximum quelle est la position des Iraniens, dans quelle mesure est-ce que les Iraniens sont prêts à un compromis, quelles sont les positions finales des Iraniens dans les négociations, et tout cela face, je dirais, à un raz-de-marée américain qui dit constamment à Israël ne vous mêlez pas, nous connaissons vos besoins, nous allons les pallier à ces besoins-là. Nous sommes cette espèce de patronage qui est tout simplement... Mais ne vous inquiétez pas de Barack Obama, suffit pas... Ne suffit pas Israël. Nous avons eu pas mal d'expériences dans le passé. Malheureusement, notre histoire est jalonnée de tragédies. Nous avons entendu dans le passé un certain Chamberlain qui avait dit après Munich, je vous amène la paix, et cette paix nous a coûté 6 millions de Juifs en Europe. Il faut être vigilant, et cette vigilance, je dirais, la preuve, c'est la France même qui est venue, je dirais, en renfort sur Netanyahu. On va parler de la France et puis de cette rencontre entre Yuval Steinitz, le ministre des Renseignements, c'était en France, à Paris, c'était lundi. Une réaction peut-être à ces mots de Moshe Bouyal, le ministre de la Défense israélienne, qui dit qu'il y a quelqu'un finalement qui a intérêt à nuire aux relations entre Israël et les États-Unis, à répandre ce genre de rumeurs. C'est la même personne qui a traité Netanyahu de chicken shit, qui est là à attiser, je dirais, la crise entre Israël entre Netanyahu et Obama pour pouvoir réduire Israël, je dirais, dans d'autres domaines. Donc, ce qu'on est en train de dire à Israël, écoutez, vous voulez l'Iran, ok, vous aurez l'Iran, mais simplement, parallèlement, il faudra donner du côté palestinien. Donc, c'est un quid pro quo ici qui est très clair pour les Israéliens. Il y a un jeu très fort, une pression très forte américaine. Si vous voulez un bon accord avec les Iraniens, il faudra que de l'autre côté, que vous commenciez à tenir compte, je dirais, des positions américaines concernant le futur État palestinien. Alors, ce déplacement de Yuval Steinitz, le ministre des Renseignements israélien, en France lundi, en début de semaine, est-ce que c'était l'opération de la dernière chance, finalement, pour les Israéliens? Écoutez, il n'y a pas de dernière chance ici. Tout le monde maintenant est au courant, je dirais, Français, Européens et Américains, que les Iraniens ont caché certaines données dans leur programme nucléaire. La preuve, c'est que Fabius est arrivé et a posé des questions très claires concernant la construction ou la conception d'ogives nucléaires pour les fusées balistiques iraniennes. Un sujet qui n'a jamais été abordé, que les Iraniens ont toujours essayé de cacher. Donc il y a certaines choses qu'il faudra résoudre, et je dirais Européens et Américains commencent à raisonner et que finalement un accord ne serait pas possible en fin de semaine. La France, elle peut être en position de bloquer. Mais elle a déjà bloqué. À cause de ça, Kerry est arrivé à Paris pour discuter avec Hollande et Fabius la raison je dirais, de cette nouvelle position française. Obama a même, je dirais, reconnu le fait que finalement on pouvait arriver à un accord qui serait mauvais, donc il ne faudrait pas le signer. On est en train de pousser les Iraniens au maximum, de les acculer le dos au mur, ou bien ils acceptent, je dirais, les conditions internationales et de se soustraire, je dirais, à ce club éclectique de nucléaire, ou bien finalement il y aura une continuation des sanctions, une continuation de la guerre non déclarée entre l'Occident, Israël et l'Iran. Maurice, est-ce qu'on observe un changement de la part des Américains et un certain empressement finalement à aboutir à un accord dans les plus brefs délais? L'empressement, ils l'ont toujours montré, je veux dire, c'est pas nouveau, mais moi je voudrais revenir sur cette affaire d'espionnage parce que c'est assez embrouillé
brouillé comme affaire. Il y a deux choses, il y a deux volets. Le premier volet, c'est les accusations transmises par le Wall Street Journal d'espionnage d'Israël vis-à-vis des États-Unis. On l'a entendu, le ministre de la Défense a démenti et le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a eu une petite remarque intéressante. Il a dit non, nous n'avons pas espionné les États-Unis. Pas par ce biais-là, nous avons obtenu des informations de l'autre côté. C'est-à-dire, il faisait référence à l'Iran. C'est évident qu'Israël a des sources en Iran qui lui permettent de savoir ce qui se passe dans la salle des négociations. Maurice, 95% des informations concernant l'Iran et son programme nucléaire sont des informations ouvertes dans les médias. Tout le monde parle, tout le monde écrit, tout le monde s'exprime. Donc il faut tout simplement s'asseoir et lire. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Netanyahou au Congrès. On l'avait accusé, on l'avait prévenu, Kerry avait prévenu Netanyahou, ne révélez pas des choses que nous avons données. Alors, dit ça sur Google. Alors vous pouvez tout simplement googler, je dirais, l'Iran et le programme nucléaire et vous aurez des informations énormes. Maintenant, il y a un second aspect dans cette polémique qui est pas moins intéressant, c'est que finalement ce qui a fâché les États-Unis, c'est pas tellement qu'Israël les ait espionnés, parce que eux aussi ont espionné Israël pour savoir qu'Israël a espionné les États-Unis, que le fait que les Israéliens auraient transmis à des sénateurs républicains, aux membres du Congrès républicain, des informations confidentielles sur les négociations de manière à fournir des armes contre Obama. Quand on joue au jeu démocratique, les Américains doivent être prêts à tout. Et avoir un lobby aux États-Unis, c'est un lobby qui est légal. Essayer de prôner une position aux États-Unis pro-israélienne est légale. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas contre le... C'est le jeu démocratique, c'est comme ça que ça se joue. Si jamais ils ne sont pas prêts à cela, donc il faudra changer de régime. Oui, mais la question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que les républicains, qui sont malgré tout la majorité au Sénat, n'aient pas connaissance des tractations qui se déroulent en ce moment à Lausanne. Il faut poser la question à Obama. Alors, dernière question rapidement, Jacques Neria. Cette crise entre les deux pays dont on a parlé, elle semble se transformer aussi en une crise entre deux personnalités, finalement, celle de Netanyahou et celle de Barack Obama. En hébreu, il y a une expression qui dit « je vous lance une chaise, vous me lancez une table, vous me lancez une table, je vous envoie une armoire ». Et voilà, ça continue. Donc, il y a, les deux personnalités sont incapables de travailler ensemble. Il faut se concentrer simplement sur l'ennemi principal. L'ennemi principal est l'Iran. L'Iran est non seulement, je dirais, un Iran nucléaire est un Iran dangereux pour Israël, mais la présence iranienne. On a oublié qu'il y a 60 000 Iraniens qui sont déjà sur place en Irak. Les Iraniens sont en train de déployer leurs forces au Golan et on va se retrouver avec l'Iran sur nos frontières. Et ça, c'est le plus grand problème. Merci Jacques Neria d'avoir été avec nous ce matin. On marque une courte pause. Restez avec nous. Juste après, on parlera des départementales en France. À tout de suite. À Tel Aviv, on se retrouve avec un tout nouveau plateau en tête. Myriam Danan, bonjour Myriam. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Betsa Bessalem, merci d'être en notre compagnie ce matin. Et Rudy Saada. Bonjour. Honneur à vous aujourd'hui, Rudy. Honneur aux hommes. Honneur aux hommes. On va commencer avec les départementales, bien évidemment, et cette couverture du Front National sur les réseaux sociaux. Oui, et puis surtout ce tweet d'SOS Racisme. Alors on le sait, on l'a déjà expliqué sur ce plateau, le Front National est un des partis les plus présents sur Internet au niveau de ses militants. C'est donc sur ce terrain que SOS Racisme a tenté, avec un certain humour, d'appeler à ne pas voter FN. Et voici donc le tweet que vous voyez, qui est à l'origine de la polémique, à l'attention des électeurs FN. Ce message, parmi les candidats du binôme, ne pas oublier de marquer d'une croix celui que vous préférez le plus. Alors évidemment, on va rappeler la règle électorale. Tout bulletin raturé ou concernant ou ayant la moindre mention manuscrite est considéré comme nul par la loi électorale. Colère du FN devant ce tweet qui a été largement diffusé, retweeté 784 fois. Florian Philippot, vice-président du Front National, appelait dès dimanche soir à la suppression des subventions publiques suite à ce tweet jugé, je cite, anti-civique. Et du coup, le Front National dépose une plainte. Oui, alors du côté du FN, on invoque l'article L97 du Code électoral qui stipule, vous allez le voir, que celui qui, à l'aide de fausses nouvelles,
bruit calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses auront surpris ou détourné des suffrages, déterminés un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter seront donc punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €. Alors cela dit, Slate a interrogé des spécialistes en droit électoral et il semble que la condamnation de SOS Racisme soit très peu probable, tout simplement parce qu'il faudrait prouver que ces tweets auraient détourné vraiment des suffrages, et cela est une tâche très difficile pour les avocats du FN. Alors on va s'éloigner de cet événement un instant pour parler, toujours sur Twitter bien évidemment, du nini de Nicolas Sarkozy qui finalement est assez critiqué. Oui, alors déjà il faut rappeler que Nicolas Sarkozy n'est pas forcément un des personnages préférés des twittos, c'est même une cible, hein. Ils ne sont généralement pas tendres avec le président de l'ULP. Quelques tweets le prouvent sur cette affaire du nini, justement, cet internaute qui met en parallèle deux tweets. Le premier, le voici, dans lequel Nicolas Sarkozy dit que s'attaquer au FN est une question de vie ou de mort. C'est un extrait du Point. Et ensuite, ce tweet dans lequel il développe sa thèse du nini avec ce tweet retweeté, c'est-à-dire partagé, si vous pensez que Nicolas Sarkozy est schizophrène. Voilà. D'autres internautes se disent choqués et interpellent directement le chef de l'État, comme Maya qui dit voilà, tout simplement, Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas honte pour votre nini. Et évidemment, les critiques viennent aussi du Parti socialiste. Pour Guillaume Garot, qui est député PS de la Mayenne, de la première circonscription de la Mayenne, il analyse ceci ainsi. Il dit finalement, en mettant un signe égal entre FN et PS, l'UMP fait du FN un parti comme un autre et accélère sa banalisation. Il juge ceci indigne et irresponsable. Une réaction, Myriam Danan, à ce concept du nini? Alors ce concept du nid, il est extrêmement discuté, même au sein de l'OMP. On a bien sûr vu Alain Juppé, Christian Estrosi, même Nathalie Kosciusko-Morizet estimer que ce n'était pas la bonne solution. Ils le disent avec plus ou moins de discrétion, en estimant que de leur côté à eux, eh bien, ils n'appliqueront pas cette politique du nini. Christian Estrosi a été notamment très ferme. Il parle d'un adversaire pour le PS, d'un ennemi pour le Front National. Et il a sous-entendu qu'il voterait effectivement pour le Parti Socialiste s'il y avait une triangulaire ou bien un duel en ce sens. Mais ce n'est pas du tout toujours le cas. Nicolas Sarkozy s'accroche coûte que coûte à cette politique. Il continue à répéter encore une fois avec le nini qu'il n'a rien à voir ni avec le Front National ni avec le Parti Socialiste. Alors est-ce que la bonne solution c'est le nini de Nicolas Sarkozy qui finalement a fait ses preuves, l'UMP s'en est sorti honorablement aux dernières élections, ou bien alors cette stigmatisation coûte que coûte qui est la politique de Manuel Valls avec laquelle il a réussi à limiter les dégâts mais pas vraiment, beaucoup plus que ça. Et du côté du PS on a vu par contre un appel au désistement face à toutes les triangulaires qui a du mal à être écouté par certains candidats socialistes. Donc on a l'impression en France aujourd'hui que personne n'a vraiment trouvé la stratégie face au Front National. Et c'est peut-être aussi parce que personne n'a digéré la transformation du Front National, qui aujourd'hui n'est plus un parti marginal, ne peut plus être considéré comme tel. Il est aujourd'hui quasiment le 3e parti de France, on ne peut plus le nier aujourd'hui. Et vu la quantité d'électeurs et de Français qui se dirigent vers ce parti aujourd'hui, peut-être qu'il faut davantage apporter d'arguments et ne plus se contenter d'une stigmatisation. Alors c'est ça, quelle peut être la stratégie à définir, puisque du coup, maintenant, aujourd'hui, il va falloir faire avec, il va falloir comprendre, le Front National, c'est la 3e force du pays. Front National, 3e force politique du pays, effectivement. Et puis là, il faut définir sa stratégie. Manuel Valls, je vous l'ai dit encore une fois, a été très clair sur ce point, même si la stratégie du Parti Socialiste a été très discutée. Je vous propose de l'écouter, on en discute juste après. Et je regrette la position de Nicolas Sarkozy et de l'UMP. C'est une faute morale et c'est une faute politique. Quand on a à choisir entre un candidat républicain et le Front National, on n'hésite pas. La gauche, elle n'hésite pas. Le nini proposé par Nicolas Sarkozy est une faute et qui ne règle aucun des problèmes qu'à l'UMP est désormais confrontée. Alors effectivement, faute morale dénoncée par Manuel Valls, sauf que du côté du Parti Socialiste, on ne peut pas non plus trop faire la leçon à Nicolas Sarkozy, qui a plus ou moins réussi son grand retour aujourd'hui, même si c'est grâce à une alliance avec l'UDI, le Centre, etc. L'UMP s'en est mieux sorti que le Parti Socialiste, qui a été une fois de plus repoussé. Ce qu'il faut retenir, je pense, de ces élections départementales, en tout cas de ce premier tour, le deuxième tour, on va le voir, mais la campagne continue en ce sens, c'est qu'on en a fait un combat contre le Front National, une cause nationale. Alors, c'est peut-être pas une erreur, mais c'est une erreur de ne faire que ça. Et du coup, il n'y a eu absolument aucun argument de campagne qui n'a été quasiment développé par aucun candidat nulle part. Cause nationale pour Manuel Valls que de lutter contre le Front National, cause nationale pour Nicolas Sarkozy également de lutter de front contre le Parti Socialiste
et contre le Front National. Et du coup, on oublie de rappeler les enjeux de ces départementales, qui sont des enjeux locaux essentiellement. Et c'est là que Marine Le Pen, une fois de plus, a réussi à marquer 2 points. Parce que le résultat du Front National aujourd'hui, même s'il est inférieur au sondage, c'est une énorme réussite pour le Front National. D'abord parce qu'il s'ancre en tant que 3e force politique du pays et qu'il affirme sa place aujourd'hui, alors qu'en face de lui, il n'y a toujours pas de stratégie de lutte organisée, pas de front républicain, si tant est que ce soit la bonne solution, toujours pas de stratégie ni à droite ni à gauche, en tout cas qui soit adoubée par les partis eux-mêmes dans leur intégralité. Et puis de l'autre côté, on a Marine Le Pen qui a sa stratégie d'ancrage local qui continue, des candidats qui au niveau local ont réussi à défendre des communes, à convaincre chaque jour un petit peu plus d'électeurs, et au lieu de chercher à défendre des arguments qui existent pourtant contre le Front National, avec notamment le rapprochement avec l'ultra-droite identitaire du côté de Nice, avec le rapprochement avec des partis d'extrême droite au sein notamment de l'Union européenne et du Parlement européen où le Front National avait également fait un excellent score, eh bien on en fait une cause nationale à tort, parce que c'est peut-être dénigrer le choix des Français qui vont voter aujourd'hui le Front National parce qu'ils ne trouvent plus les réponses au PS et à l'UMP. Et finalement, Alain Juppé sur son blog hier, il disait qu'au lieu de jouer au nini, il fallait détricoter et qu'il y avait la place pour pouvoir détricoter les arguments du FN. Et on l'écoute, Alain Juppé, justement. Exactement, on a un extrait. Nous sommes tous d'accord sur un point, en tout cas, c'est qu'il faut faire barrage au Front National pour les raisons que j'ai expliquées et que François Fillon a aussi expliquées. Donc là-dessus, nous avons une convergence totale. Voilà, alors donc Alain Juppé qui affiche clairement ses divergences avec Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, pas le seul sujet sur lequel il a des contradictions et des divergences d'opinion avec Nicolas Sarkozy. Et ça, il faut le remettre dans un cadre au sein de l'UMP où Nicolas Sarkozy n'a pas du tout repris l'autorité qu'il aurait voulu reprendre avec tant de naturel. Il a marqué des points. Alors après, on se pose la question au sein de l'UMP aujourd'hui, pas seulement de victoire ou non-victoire face au Front National, mais également de savoir est-ce que c'est le grand retour de Nicolas Sarkozy qui enfin réussi après un début un petit peu laborieux. Et puis alors, Nicolas Sarkozy répondra évidemment que oui, tandis que du côté de Alain Juppé, on vous dira que c'est plutôt la stratégie d'Alain Juppé qui a été payante dans ce cas-là, puisque c'est l'alliance avec le centre qui aura fait ses preuves aujourd'hui, en tout cas des départementales qui vont devoir se jouer au second tour. On s'aperçoit aussi des similitudes entre ces départementales françaises et puis les législatives israéliennes qui viennent de s'écouler. Il y a certains éléments qu'on remarque similaires. Le combat politique est le même dans beaucoup d'endroits. Merci beaucoup Myriam pour ces explications. Merci d'avoir été avec nous. On reste en France. Début mars, la secrétaire d'État aux droits des femmes, Pascal Boissard, lance le débat sur le port du voile à l'université en préférant qu'il n'y ait pas de voile à l'université. Betsabé, on en parle avec vous ce matin. Oui, et on rappelle qu'en France, eh bien, le port du voile est interdit, en tout cas à l'école, mais il n'avait jusqu'à présent, en tout cas, jamais été question de remettre en cause le droit du port du voile à l'université. Alors que s'est-il passé ces dernières semaines? Eh bien déjà, avant même cette proposition plutôt discrète quand même de Pascal Boissard, eh bien les attaques terroristes de janvier avaient échauffé les esprits. Pour exemple, en février, en Seine-Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, un professeur de droit a refusé de faire cours à une élève voilée. On note qu'il a été depuis démis de ses fonctions. Le même mois, Éric Ciotti, député UMP des Alpes-Maritimes, a déposé un projet de loi contre le port du voile à l'université. L'université, c'est un service public, a-t-il déclaré, et le service public doit être protégé de toute influence religieuse. Mi-mars, c'est le président de l'UMP lui-même, Nicolas Sarkozy, qui a laissé sa place sur ce plateau ce matin, qui s'est dit favorable à l'interdiction du voile islamique à l'université et accessoirement opposé au repas de substitution dans les cantines scolaires. Il était invité sur le plateau de TF1. Regardez, on l'écoute. La République, c'est la laïcité. Je ne vois pas la cohérence d'un système où on interdirait le voile à l'école, au collège, au lycée, et on l'autoriserait à l'université. Et puis d'ailleurs, c'est un autre sujet de divergence avec Alain Juppé qui a pris soin de réagir également sur ce sujet des cantines en précisant que du côté de Bordeaux, il y avait toujours eu des menus pour tous les goûts, que ça n'avait jamais embêté personne. Eh bien justement, tous les cadres de l'UMP ne sont pas d'accord avec Nicolas Sarkozy. Dans le Figaro Magazine fin décembre, justement, François Fillon se disait, lui, contre l'interdiction des signes religieux à l'université. Pourquoi? Eh bien, il explique parce qu'à l'école, on souhaite protéger les jeunes filles contre des décisions qu'elles n'auraient peut-être pas prises elles-mêmes, mais de là à réglementer la tenue vestimentaire d'un adulte,
Et on ne s'agite pas qu'à droite, Nathalie. Dans la foulée, les radicaux de gauche, eux, ont proposé d'interdire le voile aux assistantes maternelles et aux employés de crèches privées. Et voilà, ça s'étend. Alors à ces propositions qui planent, il y a des réactions d'étudiants, bien sûr, des réactions de professeurs également. Exactement, comme cette cinquantaine d'universitaires signataires d'une lettre ouverte qui a été publiée dans Libération. On y lit un manifeste pour un espace démocratique de solidarité, d'autant que, je cite, s'il y a bien un lieu dans notre République où la liberté de pensée et d'expression, ou plutôt le droit de citer, se vit ici et maintenant, c'est encore au sein des universités. Et concernant la loi? Alors la loi, il faut revenir au texte et à l'esprit de la loi sur la laïcité de 1905. 1905, séparation de l'Église et de l'État. Celle-ci stipule qu'on est libre notamment de manifester ses convictions, religieuses ou autres, y compris dans l'espace public, à une condition, toutefois, que cette manifestation ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui, ni à l'ordre public. Et c'est pour ces raisons qu'à l'université, les personnes peuvent se vêtir comme elles le souhaitent, du moment qu'il n'y a pas atteinte à la décence ni à la pudeur et qu'elles ne se couvrent pas le visage. On rappelle d'ailleurs que la burqa est interdite partout dans l'espace public, en France, depuis 2010. Pourquoi? Eh bien parce que ça cache le visage. Alors voilà pour le contexte. Merci beaucoup Betsabé. On est à présent en ligne avec Fazia Zerouala. Vous êtes journaliste. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors vous êtes partie à la rencontre de ces femmes voilées en France. Elles ont de 18 à 58 ans et vous avez essayé de comprendre finalement les raisons qui les ont poussées à se cacher le visage. Vous en avez réalisé un ouvrage intitulé « Des voix derrière le voile ». Il est publié aux éditions Premier Parallèle. Alors quelles sont ces raisons, Fazia? Alors, bonjour. En fait, en réalité, elle ne se couvre pas le visage, elle se couvre les cheveux. En fait, j'ai rencontré 10 femmes françaises lambda. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de comprendre ce qui les a conduits à se voiler. Elles l'ont fait pour des raisons assez similaires, l'envie de respecter ce qu'elles considèrent être un commandement religieux, une envie de tendre vers plus de pudeur. Et ce qui m'a intéressé vraiment, c'est de comprendre comment est-ce que le voile influence leurs interactions sociales, donc leur manière de faire des études, le travail, leurs relations avec leurs amis, avec leurs collègues, avec leur famille. C'est vraiment ça que j'ai exploré pendant plus d'1 an. Alors qu'est-ce qu'elles en pensent justement de ce débat sur le port du voile? Alors elles vivent très mal, en règle générale, la mise en avant de l'islam comme d'un problème et d'un objet de débat un peu infini dans les médias, par exemple, ou dans la bouche des politiques. J'ai rencontré Nadia, qui est une étudiante en biologie de 22 ans, qui aspire, elle, à faire de longues études. Elle a envie de devenir chercheur. Elle n'a pas envie de, comme elle le dit, elle n'a pas envie de correspondre au cliché de la femme musulmane qui reste au foyer. Et elle le vit très mal, le fait que régulièrement dans l'actualité, quelqu'un ressorte la proposition d'interdire le voile à l'université. Donc pour certaines d'entre elles, voile et féminisme, c'est tout à fait compatible. Tout à fait. Pour elles, justement, leur voile les empêche de n'être que des corps. Pour elles, justement, le fait d'être couvertes, on s'intéresse encore plus à ce qu'elles ont à dire. Donc pour elles, être féministe et voilée, c'est tout à fait compatible. Merci beaucoup Fazia Zerouala d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage « Des voix derrière le voile » publié aux éditions Premier Parallèle. Merci Betsabé. Voilà, c'est on va conclure en tout cas de ménager le vivre ensemble. Rudy, vous restez en notre compagnie. On se retrouve dans quelques minutes juste après un tout nouveau journal. À tout de suite.
retour sur le plateau du Morning d'i24 News pour notre deuxième heure d'information et on va revenir sur ce crash du Airbus A320 hier dans le sud de la France. À ce stade, aucune hypothèse ne peut être écartée. C'est ce que déclarait Manuel Valls, le Premier ministre français, hier en milieu d'après-midi. Tour d'horizon des principaux scénarios qui peuvent expliquer l'accident de la compagnie Germanwings. Regardez. Si pour le Premier ministre français, aucune piste ne peut être écartée, certaines hypothèses retiennent l'attention des spécialistes, tandis que d'autres ont été abandonnées. D'après les experts, il ne s'agit ni d'une maladresse du pilote très expérimenté, ni d'une volonté de sa part de s'écraser. Le capitaine est un capitaine qui vole depuis plus de 10 ans pour Lufthansa et Germanwings. Il a plus de 6000 heures de vol sur des Airbus à son actif. Exclut également la piste de mauvaises conditions météorologiques ou encore celle d'une collision avec un autre appareil, car les contrôleurs aériens auraient pu le remarquer sur leur radar. Une autre hypothèse est celle d'un attentat ou d'une explosion à bord, envisageable mais peu probable d'après les premiers éléments de l'enquête. L'âge de l'avion, 25 ans, avait dans un premier temps été mis en cause, mais a d'ores et déjà été écarté par la compagnie. Les normes d'entretien appliquées au sein du groupe Lufthansa sont reconnues mondialement et sont très élevées. Du moment que vous avez un programme d'entretien en place et suivez toutes les procédures avec le constructeur, l'âge d'un avion ne pose pas vraiment de problème. Après élimination, deux hypothèses semblent les plus possibles. Celle du problème technique, bien que l'Airbus ait été contrôlé jeudi dernier, un problème de moteur n'est pas totalement exclu. Enfin, ce qui retient le plus l'attention des spécialistes, c'est la thèse de la dépressurisation. Bien que très rare, il est possible qu'une fissure dans un hublot ou dans la structure de l'avion soit à l'origine du crash. Cela expliquerait pourquoi l'avion qui volait à 12 000 mètres n'est pas tombé à pic, mais en descente contrôlée. À cette altitude, si de l'air s'engouffre dans l'avion, le pilote doit très rapidement redescendre à 3 ou 4 000 mètres pour que l'air environnant redevienne respirable. Une procédure connue des pilotes, mais en cas d'absence d'oxygène, l'évanouissement intervient très vite, ce qui expliquerait que les pilotes n'aient pas donné l'alerte et n'aient pas pu redresser l'Airbus qui se dirigeait vers une zone montagneuse. Voilà, et puis notez cette information qui vient tout juste de nous parvenir. L'une des boîtes noires retrouvées hier soir a été endommagée, mais elle serait exploitable. Voilà donc cette information qui vient donc de nous parvenir. On revient avec vous sur ce drame et surtout sur la façon dont les internautes ont finalement mené l'enquête tout de suite après la nouvelle de ce crash. Oui, alors on va en parler dans un instant. La communication de la Lufthansa était un petit peu hasardeuse, elle a été critiquée. Et c'est vrai que dans la période où on a manqué d'informations, les internautes ont pris d'assaut les outils dont ils disposaient. Cette image qu'on a vue très tôt hier, on a vu que sur Internet, il y a énormément d'outils pour connaître précisément les positions de milliers de vols chaque jour dans le monde. Par exemple, Flight Report, que vous regardez, site, on voyait clairement la position de l'avion avec cette courbe qui nous révélait très tôt finalement et quasiment en temps réel qu'il aura fallu à peu près 10 minutes, 8 minutes maintenant on le sait, entre la perte d'altitude et l'impact. Alors une perte d'altitude qui se confirme par d'autres relevés que les internautes pouvaient trouver sur Internet. On a aussi très vite cherché à connaître quel était cet appareil et quelle était cette compagnie aussi. Là, par exemple, on voit sur un autre site spécialisé dans la sécurité aérienne qui s'appelle Airline Ratings que Germanwings était connu et reconnu pour avoir d'excellents résultats au niveau de la sécurité. Et puis, on pouvait aussi voir que l'avion avait été, on l'a su très très tôt, cet avion a été mis en service en 90. Et puis les internautes disposent aussi d'outils préventifs. Par exemple, là, on voit un extrait, c'est un tout petit extrait de la liste noire des compagnies aériennes. Elle est mise en ligne chaque année et réactualisée. Donc les internautes ont énormément, dans le domaine du transport aérien, d'outils pour c'est ça, et chacun finalement qui se transforme en petit enquêteur et qui mène sa propre enquête. Et c'est eux qui ont mené l'enquête, en effet. Alors justement, ils ont mené l'enquête parce que finalement, près de 24 heures maintenant après ce drame, la gestion de la crise par la compagnie aérienne et par les autorités a été particulièrement décriée. Oui, particulièrement décriée. Alors, c'était à peu près vers 11h30, heure française, les premières rumeurs qui ont circulé sur Twitter autour de ce crash. Et donc, le premier message, vous le voyez, il arrive à 11h49 sur la page Facebook de Germanwings, qui est donc sur la page Facebook et sur le Twitter. C'était tout simplement, voilà, merci de nous suivre. Nous nous interrogeons sur un éventuel
éventuel incident. Rien n'avait été confirmé. Or, dans le même temps, François Hollande, lui, parlait déjà du fait qu'il n'y ait plus de survivants. Et les choses étaient un petit peu plus compliquées, enfin un peu plus nébuleuses sur la communication de Germanwings. Et d'ailleurs, les familles ont tenté d'accéder au site. C'est ce qui était demandé sur Twitter, c'est-à-dire de se référer au site pour avoir de plus en plus d'informations. Or les familles des éventuelles victimes arrivaient sur un site qui évidemment était saturé. Donc il y a eu un grand flou d'à peu près 1 heure. Et finalement, c'est après Germanwings, c'est la Lufthansa, la maison mère, qui a repris un peu la communication 1 heure après le crash par l'intermédiaire de son PDG. Mais là aussi, la communication a été ratée puisque lui aussi parlait d'éventuels survivants, en tout cas de prières pour d'éventuels survivants, alors qu'on savait et que beaucoup de médias avaient annoncé que, étant donné les conditions, il n'y aurait aucun survivant. Donc toute cette communication a été évidemment assez critiquée et après, Germanwings a essayé un petit peu d'arrondir les angles, mais en tout cas dans la première heure, il n'était pas prêt à communiquer sur ce crash, n'avait pas les outils et le savoir-faire. Et le fait que la maison mère ait repris les commandes de cette communication prouve que rien n'avait été prévu ou préparé dans ce cas dramatique. Et dans les heures qui suivent, on a pu lire aussi plusieurs tweets plutôt polémiques pour le coup. Alors oui, il y a eu des tweets polémiques, ils viennent de France. Déjà, on va commencer avec celui de Lionel Lucas, qui lui a été député UMP, Lionel Lucas, qui a été extrêmement critiqué. Il a fait le lien entre le week-end électoral meurtrier pour le Parti Socialiste et le crash aérien. C'est de très mauvais goût. Vous voyez son tweet, on croyait avoir perdu François Hollande depuis ce week-end électoral meurtrier. On vient de retrouver comme un commentateur du crash de l'A320 reconversion, un tweet qui a été évidemment extrêmement critiqué sur Internet. Évidemment, on voit des réponses du côté. On lui a dit tout de suite, il était encore temps de retirer votre tweet, monsieur Lucas. Et une polémique qui est allée jusqu'à l'Assemblée nationale. On a un petit extrait de ce qui s'est passé hier. Monsieur le Président, avant même de poser ma question à Najat Vallaud-Belkacem, je souhaite dire combien nous sommes sous l'émotion de ce terrible accident aérien et choqués qu'un député UMP puisse ironiser sur ce crash, via un tweet notamment. Ma question, telle que je le précisais, s'adresse donc à Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sous le regard attentif... Voilà, il y a une passe d'armes, il y a une passe d'armes qui a duré 2 bonnes minutes. C'est Sabine Bouys, qui est députée PS, qui a donc fait remarquer ce tweet. Autre tweet qui a été remarqué là par les internautes, celui de l'humoriste polémiste Stéphane Guillon, qu'on connaît pour son humour noir. Et bien là, il aurait évidemment un petit peu franchi les limites, surtout dans le timing, parce que ce tweet est arrivé à peu près 1 heure. Alors ça, c'est la réaction. Le tweet est arrivé à peu près 1 heure après le crash, alors que tout Internet était sous le coup de l'émotion. Alors il dit, je vais vous le citer, on me dit que l'Airbus de la compagnie Germanwings avait été affrété par TF1 pour la saison 2 de Dropped. Est-ce une connerie? Voilà, effectivement, c'était une grosse bêtise et il y a eu énormément de critiques sur Stéphane Guillon. Même ses fans, même ceux qui aiment l'humour noir l'ont rappelé que dans Humour Noir, il y avait humour et que là, ce n'était vraiment pas drôle. Il n'y avait aucune finesse dans son tweet. Et là, pour le coup, Internet est unanime pour condamner le mauvais goût de ce tweet de Stéphane Guillon. Merci beaucoup, Rudy, d'avoir fait le tour de la toile pour nous. Bethsabée, on va continuer avec vous de parler de ce crash aérien dans le sud de la France, ce drame qui finalement a secoué, et on va le voir, pas seulement la toile, mais également les médias hier. Oui, des confettis, voilà ce qu'il reste de l'avion, des débris disséminés sur 1 hectare à flanc de montagne. Et ce flanc de montagne dans les Alpes, c'est l'illustration qu'a choisi Le Monde en une de son site ce matin, que vous voyez sur vos écrans. Et puis dans l'article, ce mot pulvérisé, mot qui relève le quotidien dans la bouche de tous les secouristes qui se sont succédés sur les lieux du crash de l'Airbus A320. Il parle de taches blanches sur le sol comme des points de neige. Ce sont des petits bouts de carlingue. Alors des bouts de carlingue, mais aucune trace de vie. Un tel drame n'était pas survenu depuis des dizaines d'années. Insiste Libération qui écrit le crash d'hier est la pire catastrophe aérienne sur le territoire français depuis plus de 30 ans. Alors la question qui confond les médias, bien sûr, depuis hier, que s'est-il
passé. Le Figaro insiste sur le flou qui entoure justement ce crash entre l'hypothèse météorologique, même si cette région montagneuse ne devrait pas être un problème pour un avion de ligne, une dépressurisation brutale ou pourquoi pas une collision avec des oiseaux. Et même si elle paraît peu probable, écrit le Figaro, l'hypothèse terroriste est dans toutes les têtes. Alors à l'étranger aussi, on parle du crash dans la presse outre-Manche comme dans le Télégraphe, d'autant que des Britanniques se trouvaient probablement à bord de l'avion. On parle du crash aux États-Unis, évidemment, bien sûr le Time soulignant le caractère inattendu cette fois-ci de l'accident. La veille, par exemple, la veille seulement, eh bien, des inspecteurs expérimentés avaient vérifié cet avion. Alors voilà, et on le rappelle, hein, cette dernière information avec la boîte noire qui a été retrouvée hier en fin d'après-midi, hier soir. Elle est endommagée, mais elle est exploitable. C'est la dernière information dont on dispose pour l'heure. On va parler économie à présent avec une bonne nouvelle. Ça n'arrive pas souvent, ça se passe en Grande-Bretagne. Une bonne nouvelle pour les budgets des familles. Et pour cause, eh bien, l'inflation britannique est en effet tombée à 0%, soit une absence totale d'inflation depuis que les statistiques concernant l'indice des prix britanniques existent, attention, depuis 1989. Alors la raison de cette baisse, eh bien, elle est due à la baisse des prix des produits alimentaires et informatiques. Alors on se demande, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour tous? Eh bien, le Guardian tempère, même si les retraités et les gens qui ont du cash en banque, eh bien, vont en profiter indubitablement, eh bien, cela défavorise néanmoins les gens qui ont des dettes, et oui, dettes dont la valeur augmente indirectement si les prix diminuent. Et voilà, ça ne fait pas toujours le bonheur de tout le monde. Économie, toujours en Italie. Alors, économie, on parle plutôt magouille. La Repubblica a publié en exclusivité une enquête dévoilant comment Apple Italie a fraudé le fisc italien. Comment? Eh bien, tout simplement des factures avoisinant les 30 millions d'euros pour des ventes qui auraient dépassé pourtant 1 milliard d'euros. Et oui, une partie des profits générés par les ventes en Italie a été absorbée par la branche irlandaise. Résultat, 900 millions d'euros ont échappé au fisc italien. Réponse de la pomme à ces accusations: nous payons chaque euro que nous devons au fisc dans chaque pays où nous opérons. Deux dirigeants de la filiale italienne d'Apple sont néanmoins visés, ainsi qu'un cadre d'Apple Sales International basé en Irlande. Apple devrait ainsi faire face à un procès en bonne et due forme en Italie. Apple a beaucoup de mal, et les grandes entreprises de la Silicon Valley ont beaucoup de mal à s'imposer en Europe pour ce genre de raison. Il y a une sorte de... il parle d'un protectionnisme, et effectivement, au niveau de la fiscalité, à chaque fois, il y a des petits accrochages avec la loi. On va mettre ça sous le coup du choc des cultures. Allez, on continue. Exactement. Avec la santé, un sujet qu'on sait cher à votre cœur, Betsabe. Angelina Jolie, qui s'est fait cette fois retirer les ovaires, une chirurgie préventive. Exactement. Alors, je sais que mes enfants ne diront jamais « maman est morte d'un cancer de l'ovaire ». C'est ce qu'a écrit Angelina Jolie dans le New York Times, où elle a publié une lettre ouverte. L'actrice et réalisatrice américaine qui a perdu sa mère et sa grand-mère victimes de cancer a donc subi une ablation préventive des ovaires et des trompes de Fallope. Une opération prévue depuis longtemps, ce qui n'empêche pas les médias de s'être jetés sur l'info, d'autant qu'ils sont encore tous en tête. Et bien cette mastectomie préventive, elle aussi, qu'Angelina Jolie a subi il y a seulement, j'ai envie de dire, 2 ans. Alors le Daily Mail, ne nous épargnons ainsi aucun détail. L'actrice de 39 ans affronte ainsi une ménopause prématurée. Mais ça valait la peine pour l'actrice et pour les médecins aussi. Un cancérologue interrogé par le Figaro en France explique en effet qu'il est recommandé dans la métropole aussi de procéder à cette intervention après des analyses biologiques potentiellement inquiétante. Alors en dehors de une la bonne médecine, décision, on donc. sait qu'Angelina Jolie est particulièrement engagée sur certains domaines et sur certaines causes humanitaires, et notamment sur l'éveil des consciences, notamment à ces sujets-là, et notamment à la cause. Elle a écrit une longue lettre effectivement dans le New York Times où elle explique effectivement toutes ces raisons, en espérant peut-être pousser et enlever aussi le tabou. Elle l'a dit publiquement, enlever le tabou autour de cette ablation. Allez, sujet plus léger, on s'échappe un peu pour finir. Voilà. Alors, est-ce que ça vous plairait de travailler sur une île en face de la mer, entre deux cocotiers? On travaille déjà en face de la mer. On y est presque. Voilà. Alors, Slate nous fait, ou plutôt vous fait rêver ce matin. Enfin, pas tous. Seulement si vous êtes
indépendant ou entrepreneur avec une connexion Internet haut débit et un ordinateur portable, puisque ce serait tout ce dont vous auriez besoin en tant que travailleur nomade pour faire votre job. Alors Slate de demander pourquoi se condamner à une tour de bureau solide en première couronne d'une ville congestionnée d'un pays industrialisé. Je ne vois pas du tout de quoi il parle. Si on peut faire la même chose sur une île tropicale, au cours de yoga matinal sur la plage et surf en fin d'après-midi. Chers travailleurs potentiellement nomades, vous n'avez plus beaucoup d'excuses. Sachez que le travail en espace partagé dans une destination de vacances se développe, ce qui a donné lieu à plusieurs appellations en anglais, coworking holiday ou mieux coworkation. Et vous avez même des opérateurs qui vous proposent des packs vacances avec prise en charge, espace de coworking, entendez connexion, et puis une activité surf, yoga. Je suis pour la revue du web version Rudy, pourquoi pas aux Seychelles ou quelque chose. Est-ce qu'on a envie de travailler dans un tel décor? Je sais pas. Et voilà, la question est ouverte. Allez, en tout cas, nous on a envie de travailler. On revient juste après un nouveau journal qui sera présenté par Sarah Gaudron. On parlera de l'Égypte et d'une histoire particulièrement intéressante, vous allez voir. Dernière partie de votre morning sur i24 News et on va parler de femmes ce matin avec Myri. Bonjour Myri Maman. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Laetitia Loreni, on parlera cinéma dans quelques instants. Alors pendant plus de 40 ans, 48 si je crois, vous me corrigerez, 43 très exactement, Sissa Abou Daou, c'est son nom, s'est déguisée en homme. C'était une femme qui s'est déguisée en homme pour pouvoir travailler et nourrir sa fille. Et à 65 ans, eh bien, elle vient de recevoir des mains du président la médaille de la mère travailleuse exemplaire. Myri, vous nous racontez tout sur cette histoire. Oui, vous l'avez dit, elle a aujourd'hui 65 ans. Son mari décède en 1972. Elle est alors enceinte de sa fille. Elle n'aura qu'une seule fille. Alors vous savez, en Égypte, c'est la tradition qui le veut. Les veuves ne peuvent pas travailler. Elles doivent vivre de la charité, faire l'aumône, demander donc la charité, ce que Sissa refuse de faire. Elle ne veut pas vivre de la charité. Elle décide donc qu'elle va devoir travailler, prendre sur elle, prendre son destin en main. Et pour ce faire, eh bien, elle se déguise en homme. On le voit sur ces images, c'est saisissant, hein. Elle est vraiment, on dirait un homme. Et puis sa voix aussi, sa voix est celle d'un homme. Elle était sur le plateau d'une émission télé égyptienne il n'y a pas très longtemps. On va écouter dans un instant sa voix. Écoutez. واخر النهايه تعبت كنت افوز في الطراوه في الطين تعبت يعني رحت عملت لي حته الصندوق ورنيشه كنت شفتوه. Voilà, vous voyez, donc sa voix est vraiment celle d'un homme et elle explique en fait qu'à force de faire l'homme, de travailler comme un homme dans des conditions très difficiles, et bien même sa voix s'est transformée. Elle va chaque jour travailler depuis 1972, alors d'abord sur des chantiers, dans les bâtiments, dans les champs, et puis comme cireur de chaussures, parce que finalement le physique ne suit pas avec l'âge évidemment, et donc elle devient cireur de chaussures. Elle explique qu'elle voulait se protéger du regard des hommes, du harcèlement qu'elle risquait donc de subir chaque jour. Alors cette histoire, elle a été révélée comme très souvent par les réseaux sociaux. Oui, en fait, c'est ça, a enflammé les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube également. Et puis, comme toujours, la presse, les médias se sont emparés de cette histoire. Et finalement, son témoignage arrive jusqu'aux oreilles du président Al-Sisi qui décide de la décorer. Alors, ça se passe le 22 mars 2015. Elle reçoit le titre de mère travailleuse exemplaire. Et c'est au lendemain de la fête des mères en Égypte. C'est une institution dans le pays, la fête des mères. Donc, elle reçoit des mains d'Al-Sisi cette récompense, mais également 6 000 €, c'est-à-dire 50 000 livres égyptiennes. Et il faut savoir que le salaire moyen mensuel est de 250 € en Égypte. Vous voyez, c'est une somme vraiment énorme pour elle, mais malgré tout, elle a promis qu'elle continuerait à travailler tant que sa santé le permet. Alors, au-delà de cette histoire personnelle particulièrement émouvante, particulièrement touchante, eh bien, il y a derrière, évidemment, la condition des femmes en Égypte, dans le pays plus particulièrement. On va en reparler également dans toute la région, plus globalement. Oui, alors en Égypte, elles sont quotidiennement harcelées. Il y a un rapport, une étude de l'ONU de 2013 qui révèle que 99% des Égyptiennes déclarent avoir été harcelées au moins une fois dans leur vie. 99%, c'est énorme, évidemment. Il est difficile pour une femme de marcher seule dans la rue ou même de faire tout simplement du vélo. Il y a des cyclistes de plus en plus nombreux en Égypte. Écoutez ce témoignage d'une pharmacienne.
J'aimerais que le vélo soit un style de vie, mais j'ai peur que les gens me harcèlent dans la rue. J'en ai plus peur que des voitures. J'ai peur que les gens me harcèlent ou fassent des commentaires inappropriés, surtout car nous sommes des filles. Les agressions sexuelles sont très nombreuses en Égypte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça va même jusqu'au viol parfois. Pendant les grandes manifestations sur la place Tahrir, il y a eu plusieurs plaintes de femmes qui ont été violées, même des journalistes étrangères qui ont été agressées sexuellement au cours et donc sur la place publique, aux yeux et aux vues de tous. Pour les associations de droits de l'homme, les Égyptiens ne peuvent plus fermer les yeux sur cette situation. Écoutez. Malheureusement, il y a une sorte d'ignorance en Égypte concernant ce problème. Ce qui se passe dans les rues commence par un mot, puis un geste et ensuite du harcèlement. Les gens qui ignorent cela ne devraient pas être surpris qu'un viol se produise dans un parc public. Et du coup, ces derniers mois, on a vu aussi que le gouvernement égyptien a vraiment pris cette cause à bras-le-corps. Oui, sans doute également grâce à des manifestations très régulières et très fréquentes d'associations des droits de l'homme et de droits de la femme, bien évidemment. Il y a un an, le président Al-Sisi a donc décidé d'en faire son cheval de bataille et il s'est rendu à plusieurs reprises au chevet de femmes battues, de femmes qui ont été hospitalisées suite à des violences et à des agressions sexuelles. L'Égypte a d'ailleurs adopté en mai 2014 sa toute première législation qui punit spécifiquement le harcèlement sexuel avec une série de sanctions qui vont de l'amende jusqu'à l'emprisonnement ferme. Mais ces amendements ont été jugés insuffisants par les associations. Écoutez. Le rouge que je me mets symbolise le sang, en référence à ce que subissent les femmes chaque jour en Égypte. Le harcèlement sexuel, qu'il soit verbal ou physique. Il faut des lois dissuasives, que ces lois soient appliquées et que la société se réveille, pas uniquement le gouvernement. En fait, ce qu'attendent ces associations et les femmes égyptiennes, c'est surtout une prise de conscience collective des hommes sûrement, puisque c'est eux qui sont les auteurs de ces harcèlements sexuels. Ils attendent un plan national, une stratégie globale qui va au-delà de la répression, qui parle plutôt d'éducation et de pédagogie dès le plus jeune âge. Et un plan qu'on espère voir s'étendre, en tout cas au-delà de l'Égypte, dans le reste du Moyen-Orient, en tout cas, puisque c'est un phénomène plus global. Voilà, on l'a dit, en Égypte, 99% des femmes disent avoir été harcelées au moins une fois dans leur vie. Ce chiffre s'applique à quasiment toute la région du Proche-Orient, évidemment excepté l'État d'Israël, mais en tout cas dans les pays du Moyen-Orient arabo-musulman, les femmes ne peuvent pas sortir librement, même si elles sont voilées d'ailleurs. Alors voilà, et comme la fiction rejoint souvent la réalité, vous l'avez mentionné pendant qu'on était en train d'écouter ces différentes personnes parler, Glenn Close avait également fait un film là-dessus. Alors, vous allez voir maintenant, et on va se rendre au Yémen, dans le premier cinéma de la péninsule arabe. Il s'appelle Hurricane, construit dans l'ancienne colonie d'Aden, sous le contrôle des Britanniques. Cinéma légendaire des années 50 qui reste ouvert envers et contre tous. Andy Fortis et Daniel Camposi sont allés pour nous. Bienvenue au cinéma Hurricane d'Aden, un lieu unique au Yémen. Il n'offre qu'une séance par jour, mais ce cinéma, construit pendant l'ère coloniale britannique, est un symbole pour la ville. Le communisme, la guerre civile, la censure et Al-Qaïda, cette salle de projection a survécu malgré tous ces obstacles. Le public a arrêté de venir au cinéma à cause de la guerre de 1994, qui a été suivie d'une fatwa bannissant le cinéma. Beaucoup de familles ont cessé de voir des films en salle parce qu'ils avaient peur, même si Aden était une plaque tournante pour le cinéma et le théâtre. Fini l'époque où se rendre au cinéma était un événement important, une occasion pour laquelle hommes et femmes s'habillaient chic comme pour se rendre à une soirée. Aujourd'hui, le cinéma, autrefois rempli, n'a plus que 10 à 15 clients par jour, payant moins d'1 euro pour visionner un DVD sur rétroprojecteur. La télévision a donné un coup fatal au cinéma. Maintenant que tous les foyers ont une télé, les salles de cinéma sont mortes. L'argent du box-office n'est donc pas ce qui tient le cinéma Hurricane en vie. La salle continue de tourner grâce à ses clients loyaux qui persistent et viennent tous les jours, sauf le samedi, jour de fermeture. Même si j'ai la télé, j'aime aller au cinéma. J'ai l'occasion d'y rencontrer des gens et de passer du temps. Les menaces contre les propriétaires par des extrémistes ainsi que par des spéculateurs qui souhaitent acquérir leur terrain sont constantes. Mais si ces derniers arrivent à leur fin, ce serait une tragédie pour les clients réguliers. Les vieilles bobines de films sont désormais en train de dépérir dans un coin de la cave, remplacées par des vidéos et un projecteur numérique. Mais le public de l'Hurricane reste le même.
tout ce qui compte pour eux, c'est que le cinéma est encore là et qu'il le reste. Allez, mercredi, on parle des sorties de la semaine avec vous, Laetitia. On commence avec un film à voir en famille, hein, Cendrillon. Cendrillon, voilà, Cendrillon version 2015. On rappelle que le dessin animé, le fameux dessin animé de Walt Disney est sorti en 1951. J'ai pas besoin de vous résumer l'histoire. Là, ce qui est intéressant, c'est la manière dont le réalisateur Kenneth Branagh l'a réalisé. Comment il l'a réalisé? On va regarder ça tout de suite en images et on en parle juste ensuite. N'oublie pas, la magie ne sera pas éternelle. Au 12e coup de minuit, le charme sera rompu et tout redeviendra comme avant. Une servante en haillons, voilà ce que tu es et ce que tu resteras. Cendrella. La Souillon. Cendrillon, voilà comme nous t'appellerons. Bonjour Auguste. Jacqueline, c'est ici que vous vous cachez? C'est également mon refuge. Je parie que tu n'as jamais adressé la parole à un homme. Si, une fois, j'ai parlé à un gentleman. Vous ne devriez pas vous aventurer seul dans la forêt. Je ne suis pas seule, je suis avec vous. J'espère vous revoir, mademoiselle. Cette robe a appartenu à ma mère. Une épaule dénudée. Non! Elle est en pièces. Il n'est pas question que tu ailles au bal. Excuse-moi, pourquoi pleures-tu? Qui êtes-vous? Je suis ta bonne fée, voyant mon ange. Je ne crois pas aux fées. Je vais enfiler quelque chose un peu plus confortable. Et voilà, pour la dure vie de Cendrillon, on peut remarquer tout de même ce choix de l'actrice principale. L'actrice principale qui n'est absolument pas connue. On aurait pu imaginer quelqu'un de beaucoup plus connu pour interpréter un rôle si mythique. À l'origine, Walt Disney avait envie de confier le rôle à Emma Watson, qui est l'héroïne de la saga des Harry Potter. Mais c'est finalement dans la douce Lily James, puisque c'est le nom de cette jeune actrice inconnue au bataillon, que Kenneth Branagh trouve chaussure à son pied. Il l'a considérée par ailleurs comme la Cendrillon parfaite. Oui. Je fais une petite transition. Le conte est toujours d'actualité. On a toujours envie d'aller voir un bon conte de fées. Et là, Kenneth Branagh a été très bon élève sur ce film. Et de rêver. Alors, autre film, cette fois on change du roi d'Hollywood. Oui. On parle du prince de Bel-Air. Le grand retour de Will Smith. Le grand retour de Will Smith qui a été plutôt absent ces derniers temps ou alors présent dans des films qui n'ont pas forcément bien marché. Là, voilà, grand retour. C'est aussi la deuxième apparition de Margot Robbie, la sulfureuse blonde qu'on a pu découvrir dans Le Loup de Wall Street. Le film s'appelle Diversion. C'est un film entre l'arnaque et la saga des Oceans de Steven Soderbergh. C'est la relation entre un arnaqueur professionnel et une apprentie criminelle qui vient perturber les affaires de chacun. On regarde ça en images. Been in this game for a really long time. I can convince anyone of anything. I had what I needed. And then the girl walked in. I know you're doing something big. I want in. Can we skip the part where I lead you to believe there's some earth-shattering hump in the works? There's no earth-shattering hump in the works? No. I don't even get thinly veiled allure. No. That's all my favorite shit. I can't stand it. So what about the big con? One where we make so much money we all retire. Stop the things you do. What makes you think you can trust her? There's no room for her. Forcément un truc des complexes. Hein. On continue. On la sent l'alchimie entre les deux acteurs. Hein. C'est un beau duo, à l'écran. On continue. Cinéma français. Oui. Un petit peu quand même. Oui, on les oublie pas les Français, surtout pas avec ce film, avec A3, on y va, qui est l'histoire de Charlotte et Mika qui sont jeunes et amoureux. Ils viennent de s'acheter une maison près de Lille pour y filer le parfait amour. Mais voilà, on va regarder tout de suite en images les petites péripéties qui vont leur arriver. Oh, Micha. Bah ça va pas, non? Vous venez de vous retrouver. Je savais pas qu'il revenait aujourd'hui. Ah tiens, c'est mignon ce que t'as au pied. C'est un tue-l'amour ton truc. C'est pas là? Quand ça me concerne. Je suis désolée, c'est pas très adulte. On s'en fout d'être adulte. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là?
Je voulais juste t'embrasser. C'est pas très adulte, mais... On s'en fout d'être adulte. Toi aussi, tu penses? Charlotte, t'es juste là. Allez, vas-y, vite. Voilà, un film complètement générationnel, une vraie bouffée d'air frais pour le cinéma français et une Anaïs de Moustier qui confirme son statut de nouvelle étoile montante du cinéma français, qui est excellente dans tous les films qu'elle fait. Voilà. Dernier film. Le Petit Homme, c'est l'intrus de la semaine. L'intrus, je le rappelle, c'est le film qui passe un petit peu en dessous des radars médiatiques. C'est un film dont on ne parle pas forcément beaucoup. Ça s'appelle donc, Le Petit Homme. C'est réalisé par l'Iranien-allemand Sudabé Mortezai. On va regarder ça en images tout de suite. أختي وين؟ نعم ما تقول مسابقة. لو يسعد دوتهم. العادية صح دق. كلام دقيقة شو. Voilà, un petit Mowgli des temps modernes. Oui, voilà, tout le réalisme social vu par les yeux d'un petit de 11 ans, un immigré tchétchène en Autriche. Et voilà, c'est à voir cette semaine. Merci beaucoup, Laetitia, de nous avoir présenté tous ces films. Merci, Mireille, également, pour cette histoire venue d'Égypte. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un journal est à suivre sur notre antenne avec de nouvelles informations, notamment concernant le récent crash hier de l'Airbus A320. Je vous souhaite une excellente journée.